Merci Madame la Présidente. Donc, j'interviendrai en faveur de l'amendement proposé parce que je pense que ça permet et donne les garanties à la fois de la protection et du respect des personnes concernées. On sait que ce sont des matières plus que délicates. Du coup, il nous semble que c'est de nature à justement protéger les personnes. Et je ne peux m'empêcher de réagir à l'interpellation de notre collègue Ribérotte, qui semble en très bonne forme aujourd'hui. Ça promet pour la journée. Mais je ne crois pas qu'il faille se féliciter comme vous le faites. Si vous avez suivi les débats depuis 2-3 jours, vous devriez avoir entendu suffisamment de choses qui font l'amalgame, qui mélangent et qui ne permettent pas de comprendre pourquoi, pour une fois, nous aurions apprécié peut-être d'avoir plusieurs projets de loi, y compris qu'on nous promette, comme on le fait souvent, qu'on aborderait telle question dans un projet de loi, pour permettre justement d'avoir un débat serein, clair et lisible sur les questions du droit d'asile. Il y a vraiment matière à faire pour renforcer ce droit d'asile, y compris nous avons des propositions pour intégrer dans l'application du droit d'asile en France une vision plus large, plus compréhensive, comme c'est fait dans d'autres pays. Il y a vraiment de quoi faire sur ce sujet. Il y a encore plus à faire sur la question de la politique migratoire, et y compris dans le délai contraint qui est le nôtre. Je ne crois pas que pour la qualité de nos débats, avoir un tel texte qui mélange tout et ne résout rien, voire le contraire, permette véritablement, y compris de protéger plus les personnes concernées par ce texte et à la représentation nationale d'avoir un débat de qualité, malheureusement. Merci Madame la députée. Un rappel au règlement, Madame Obono, à quel motif? Au même motif, sur la bonne tenue des débats, puisque j'avais demandé déjà, lorsque nous avons l'article 58.1, voilà, puisque j'avais demandé au début de la reprise de l'examen de ce texte, effectivement, au nom de mon groupe, la tenue d'une conférence exceptionnelle des présidents. Vous nous expliquez maintenant qu'il appartient à chaque groupe. Nous avons pris nos responsabilités. Et je tiens à dire ici que je ne porte, et notre groupe ne porte pas la responsabilité de la manière vraiment très problématique dont les débats se passent. Nous avons eu plusieurs jours où sur les 3 premiers articles, il y a eu la possibilité à beaucoup de députés d'intervenir, ce qui est très bien, le débat le nécessitait. Et maintenant, vous nous expliquez qu'on va restreindre les débats, maintenant qu'on rentre y compris dans le dur du texte. Alors c'était peut-être la stratégie effectivement de la majorité qui ne voulait pas que nous puissions avoir des débats dans de bonnes conditions. Et on se retrouve, excusez-moi, on se retrouve quand même aujourd'hui avec moins de 30 heures de débats qui sont prévues et plus de 80 heures de discussion à minima. Donc excusez-moi si je trouve un peu fort de café de nous demander aujourd'hui de nous contraindre à ne pas avoir un débat sur un sujet aussi grave parce que vous avez choisi de faire passer sous le billot ce texte. Merci Madame la Présidente. Donc comme nous l'avions annoncé, effectivement, nous allons voter pour cet article, même si nous regrettons que nos amendements n'aient pas été acceptés, ce d'autant plus qu'ils étaient de fait soutenus par un certain nombre de membres de la majorité qui ont présenté un amendement qui revenait à peu près au même sur la nécessaire protection des enfants, des mineurs mariés, afin y compris de garantir leur protection dans le cadre de mariage forcé. Je pense qu'un certain nombre d'autres amendements des collègues Nouvelle Gauche ou GDR allaient aussi dans le sens du renforcement de cet article. Mais néanmoins, comme nous nous sommes toujours engagés sur les textes débattus dans cette Assemblée, quand nous considérons que les éléments vont dans le bon sens, nous votons en leur faveur, y compris même quand nous remettons en cause la majorité du texte, ce qui est le cas. Et effectivement, nous allons, je pense maintenant, aborder le corps du texte, l'essentiel du texte qui malheureusement ne va pas dans le bon sens à la différence des 3 précédents articles. Et je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'effectivement nous attendons, et puisque nous avons toujours joué le jeu, nous n'avons y compris pas les moyens de faire l'obstruction, mais ce n'est pas de dans notre état d'esprit. Nous avons joué un jeu
constructif. Intervenir et débattre, non, ce n'est pas faire de l'obstruction, qu'on a des choses à défendre. Et nous tenons à pouvoir le faire et l'exercer dans de bonnes conditions et ne pas se retrouver pressé par le temps. C'est pour ça que nous avions demandé la réorganisation de l'ordre du jour, y compris pour permettre matériellement aux députés d'être présents au moment où on débattra de ces points. Et je tiens à le rappeler et à Monsieur le Président Ferrand, parce qu'il ne nous semble pas que ce que vous avez décidé de faire pour vous donner bonne conscience et faire en sorte qu'on ne sache pas ce que vous êtes en train de voter, ne convient pas à la majorité des groupes. Et vous nous l'avez imposé, nous sommes obligés de le respecter, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'Assemblée. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous en sommes à peine à l'article 4 et déjà, avec l'introduction de cet article qui étant effectivement en voulant aligner le régime de l'asile européen sur le régime de l'asile français sur le régime européen, est introduite l'idée qu'il y aurait un lien entre le droit d'asile et le terrorisme. Il nous semble qu'on commence y compris après une série d'articles qui allaient dans le bon sens, à tourner le braquet dans le mauvais. Parce que si je pense que tout le monde ici sera d'accord pour permettre de protéger le territoire français. Nous avons eu, y compris des débats en début de législature sur ce sujet-là, sur un projet de loi spécifique. Il nous semble effectivement malvenu de l'introduire dans ce texte parce que non seulement ça favorise les amalgames, mais ça peut conduire à des situations problématiques. Il est indiqué d'ailleurs qu'il s'agit d'une volonté d'extension puisqu'on a déjà des procédures et des processus qui permettent de pouvoir réviser les situations des personnes qui sont bénéficiaires de ces statuts de protection. Donc, on a déjà les moyens. Donc, pourquoi vouloir les étendre si ce n'est pour introduire de la confusion? Et puis, surtout, il n'y a pas d'harmonisation pénale au niveau européen. Ce qui veut dire que, par exemple, l'avortement étant un crime à Malte, qui peut être puni de 18 mois à 3 ans de prison, le blasphème étant également un délit en Allemagne, qui peut être puni de 3 ans de prison. On sait qu'en ce moment, dans l'État espagnol, la situation des élus, y compris représentants catalans, est soumise à des procédures pénales extrêmement graves et que heureusement encore jusqu'à présent, le droit français ne reconnaît pas les mêmes infractions. Donc, sans harmonisation au niveau pénal, Merci, au niveau européen, Madame la députée. on expose des personnes qui nécessiteraient et qui auraient besoin de cette protection à voir leur statut retoqué, ce qui va les rendre encore plus vulnérables. Voilà pourquoi nous sommes contre cet article. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à l'interpellation des députés de LR et du FN non inscrit, non, il ne s'agit pas là de se soustraire à la responsabilité de protéger nos concitoyens et nos concitoyennes. Je pense que de votre point de vue, agiter le chantage à la lutte contre le terrorisme, ce qui est y compris une manière d'évaluer le débat que nous avons là et la nécessité, la gravité du débat qu'il y a à avoir sur la lutte contre les actes de terrorisme, permet effectivement de faire ce que vous faites depuis le début, c'est les amalgames, les confusions, et on voit comment ça va être encore le cas sur cet article 4 entre les personnes demandeurs et demandeuses d'asile qui ont le statut et des personnes qui peuvent commettre des actes de terrorisme. Ça a été dit par différents collègues. Il se trouve que les agents de l'OFPRA, dont tout le monde salue aujourd'hui le travail, j'espère que ça se traduira, y compris par des moyens donnés pour continuer à bien faire leur travail, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'ils le font bien. Ils ont été en grève pour pouvoir le faire mieux. Donc les agents de l'OFPRA et notre droit permet déjà d'intégrer un certain nombre de critères. La Convention de Genève le permet aussi. Donc ce n'est pas vrai que nous sommes aujourd'hui démunis pour pouvoir parer à ce genre de situation. Et y compris les statuts sont révisés avec des éléments qui peuvent inclure un certain nombre de motifs graves. Le problème de cet article 4, c'est qu'il ne permet pas aujourd'hui au niveau européen une harmonisation et que ça va plutôt multiplier les motifs de
de rejet non fondés sur une véritable évaluation. Nous proposons des amendements pour permettre d'éviter ce genre de problème, mais ce n'est absolument pas ce que vous essayez d'insinuer. Merci, Il ne s'agit Madame la pas là députée. de la lutte Voilà. contre les actes de terrorisme, mais de garantir Bien, des droits internationaux. Nous allons à présent procéder au... Oui, madame, merci Madame la Présidente. Donc nous sommes contre cet amendement parce que justement, il symbolise tout ce qui pose problème sur cet article, puisque vous le savez, chers collègues de Goa, il n'y a pas d'harmonisation pénale au niveau européen. Et donc, non seulement introduire cet article, mais cet amendement ferait que, effectivement, dans des pays comme un certain nombre de pays de l'Est où les caractérisations pénales sont fort différentes des nôtres, on en viendrait à retirer le statut de réfugié à des personnes qui nécessitent cette protection, y compris du fait de persécution dans ces pays-là. C'est tout le problème et je pense que vous illustrez par là même la nécessité qu'il y aurait à voter nos amendements et le problème qui se situe dans le fait d'introduire et d'avoir ce débat-là où on parle de personnes bénéficiant du statut de réfugié, où on sait, et ce n'est pas l'avis de Madame Obono qui contraint la majorité à ne pas accepter les amendements qui sont proposés aujourd'hui par LR et le FN. C'est la réalité, y compris indiquée par Madame de Goa sur le nombre de retraits de statut de réfugiés, moins de 250 sur les 36 000 qui sont accordés et renouvelés chaque année. Ça fait moins de 1%, 0,6% en l'espèce. Donc on a des outils qui existent aujourd'hui pour permettre de réviser les statuts. On a les moyens, on devra en donner plus à l'OFPRA pour pouvoir mieux le faire. Et ça ne représente qu'une infime partie des personnes qui ont droit au statut de réfugié. Alors, au lieu de faire de ces exceptions la règle, on devrait se donner les moyens de garantir ce que ne permet pas aujourd'hui la discussion de ce projet de loi qui, encore une fois, mélange toutes les questions et permet à nos députés de LR et de FN coalisés avec certains de la majorité de faire de la surenchère et de porter des stigmatisations sur les personnes réfugiées. Merci. Et je pense que aider les agents de l'OFPRA, c'est préciser par la loi de quoi il s'agit véritablement et comment, sous quelles conditions on peut et on doit retirer le statut. Je pense que ça leur faciliterait le travail et ils ne demandent que ça, justement, et c'est pour ça que nous sommes là. Et je pense que, y compris au niveau européen, vous semblez favorable à ce qu'il y ait une harmonisation pénale. Prendre ce genre de mesures nous donnerait des éléments et de la matière pour plaider au niveau européen pour cette harmonisation. Donc en vérité, ce qu'on ferait là ne rajouterait pas de difficultés. On enlèverait pour les agents de l'OFPRA, préciserait y compris l'action qui évolue par cet article. Et face à cela, je n'entends pas véritablement de raison, à part peut-être le refus sectaire de nous accorder et de voter en faveur d'un amendement qui est complètement contradictoire avec l'objectif que vous prétendez mener de renforcer, y compris par cet article 4, alors que nous y sommes opposés, de renforcer les moyens de l'OFPRA. Donc je ne comprends pas cette argumentation et j'appelle donc les collègues à voter en faveur de cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste prendre les 2 minutes qui me sont imparties pour rappeler ce que nous avons dit lors de la conférence des présidents, même si nous avons été contraints d'accepter le cadre qui a été avancé. Le fait, comme vous l'avez indiqué, que nous avons examiner 9 amendements par heure, ça fait 6 minutes par amendement, 2 minutes pour, 2 minutes contre, 1 minute pour le gouvernement et la rapporteure, ça ne nous semble pas excessif, en règle générale, pour un examen parlementaire et surtout sur un texte comme celui-là. Donc je pense que ce n'est pas un problème de rythme, c'est un problème d'organisation et d'anticipation. Bref, sur le temps qu'il me reste, je voudrais vous présenter cet amendement, puisque nous considérons que l'extension donnée aux agents de l'OFPRA et des préfectures pour avoir accès à un certain nombre de fichiers pose un certain nombre de problèmes. C'est notamment ce qu'avait indiqué le Conseil d'État dans un avis
cherchant à attirer l'attention du gouvernement sur l'élargissement constant des destinataires des informations de ces fichiers et des motifs de leur consultation. C'est la CNIL qui a indiqué, souligné dans son avis que le cumul d'enquêtes administratives portant notamment sur des données d'infraction avec la communication directe et moins encadrée de données collectées pouvait poser un certain nombre de problèmes. Et il nous semble plus généralement que l'introduction de cet élément dans le projet de loi participe à créer un climat de suspicion. On le verra avec notamment l'amendement qui arrive du gouvernement, où ce n'est plus simplement les réfugiés, mais c'est l'ensemble des demandeurs de statut de droit au séjour qui vont être concernés, et que c'est extrêmement problématique à la fois en termes de droits et libertés individuelles et plus généralement dans la manière dont on envisage et dans la manière dont ce projet de loi envisage la question des réfugiés d'une part et des migrants de l'autre. Merci Madame Obono. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur le 896 ? Mais je vous rappelle qu'on parle quand même de personnes qui peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État, donc il faut être un minimum pragmatique. Je pense que ces enquêtes ne donnent pas lieu à un soupçon généralisé, mais à permettre de sécuriser et donc d'atteindre à l'objectif de sécurité du territoire, donc avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Avis défavorable. Avis défavorable également. Madame Obono, vous souhaitez répondre à la Commission Nous gouvernement ? savons bien que dans votre texte, vous avez indiqué cela, mais je vous rappelle aussi qu'il y a 6 mois, nous avons débattu d'un texte sur la sécurité intérieure et la lutte contre les actes de terrorisme très longuement dans cette Assemblée. C'était un texte important. Et le fait d'introduire sur cet article-là cette notion de terrorisme serait-il l'aveu que l'adoption de ce texte n'aura servi à rien puisque vous vous sentez obligé de le réintroduire ici ? Franchement, là n'est pas la question. Ce n'est pas un débat entre qui veut garantir la sécurité. On ne parle pas de ça. On parle et on devrait parler aujourd'hui, ici et maintenant, du droit d'asile et de la garantie de ces droits-là. Vous introduisez là un élément qui, y compris, remet en cause ce que vous avez fait adopter il y a 6 mois. C'est contradictoire et c'est surtout une manière de rendre la confusion encore plus grande entre la commission des actes de terrorisme, la mise en danger de l'État et puis ce qui devrait être la question de la protection. Donc, de notre point de vue, ça valide totalement le maintien de cet amendement. Merci Madame la députée. Monsieur Goasguen pour répondre à la Commission au gouvernement. Je me pose la question quand même, Monsieur le Ministre. C'est une question juridiquement importante et Madame qui a déposé l'amendement a parfaitement raison. Nous savons très bien que l'OFPRA est une institution administrative. Ce n'est pas une juridiction. Et par conséquent, le contrôle de la CNIL s'exerce sur cette institution administrative de plein droit. Elle n'a pas de pouvoir exorbitant en matière administrative. Ce qui justifie d'ailleurs la thèse que je tente de défendre depuis plusieurs semaines, à savoir que nous sommes handicapés avec une institution administrative qui tente de jouer un rôle juridictionnel et qui ne peut pas le faire. Je vous demande, Monsieur le Ministre, si tôt ou tard, vous allez réaliser que vous êtes là devant une situation qui est une situation susceptible de recours administratif suffisant. Franchement, il serait peut-être temps d'étudier que l'OFPRA devienne une véritable juridiction. Merci Monsieur le député. Je mets aux voix cet amendement 896 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à... Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est un amendement qui va justifier tous les arguments des collègues de LR et les non-inscrits du Front National, parce que je repose ma question. À quoi auront donc servi les débats d'il y a 6 mois sur l'examen du texte pour assurer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, si à l'occasion d'un débat qui porte sur autre chose, et Monsieur le Ministre, vous parlez d'assurer la sécurité, là il ne s'agit pas de ça, nous avons eu ce débat-là, il a été très long. Là nous parlons du droit d'asile, de la garantie des droits fondamentaux, et vous introduisez, y compris une disposition qui va non plus s'appliquer, non même pas s'appliquer qu'aux réfugiés, mais à tout demandeur et demandeuse de titre de séjour. Donc vous donnez vous-même l'occasion à la cohérence des Républicains et autres de s'exprimer là, quand ils font l'amalgame qui est fait depuis le début des débats dans cette séance entre, d'une part, les réfugiés, d'autre part, les migrants, et puis les actes de terrorisme. Je vous repose donc, pour le coup, moi aussi, la question.
N'était-il pas temps, quand nous avons eu ce débat-là, de proposer ce type de modification? Avez-vous découvert du jour au lendemain qu'il fallait faire cette rectification et vous êtes dit opportunément, on va en débattre au moment où on parle des réfugiés, des migrants, ça permettra de clarifier le débat? Ou alors, pourquoi, quel est le sens d'introduire ici et maintenant cet amendement à la dernière minute? Je suis vraiment... je vois la cohérence qui est la vôtre depuis le départ de faire un équilibre des droites, mais là, c'est vraiment éclairant. Bien, Monsieur Collet. Merci Madame la Présidente. Alors oui, cet amendement vise à consacrer des garanties procédurales nécessaires eu égard à la situation particulière des migrants et migrantes LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres intersexes qui sont persécutés pour leur identité ou leur orientation sexuelle. Sa version initiale a été proposée par l'association nationale Le Refuge. De nombreux migrants et migrantes LGBT ne mènent pas en avant leur orientation sexuelle pour solliciter une demande d'asile ou, le cas échéant, une protection subsidiaire. En effet, outre l'invisibilité des personnes migrantes LGBT, cette catégorie de personnes éprouve des difficultés à évoquer sa sexualité, ayant souvent par réflexe de garder cette orientation secrète, y compris à l'occasion des entretiens avec l'OFPRA ou d'une audience auprès de la CNDA. Nous souhaiterions que les rapports précis et circonstanciés délivrés par une association reconnue d'utilité publique à l'occasion de la prise en charge des jeunes migrants et migrantes LGBT puissent être considérés comme des informations de référence et prises en compte dans les demandes d'asile déposées à l'OFPRA ou étudiées en recours par la CNDA. La démonstration d'une orientation sexuelle reste quelque chose de difficile, voire impossible. Le travail que font les bénévoles de l'association est souvent la première possibilité offerte à ces personnes de pouvoir parler de leur orientation sexuelle librement, alors que celle-ci était jusque-là réprimée, avec des conséquences souvent très lourdes dans leur pays d'origine et souvent dans des pays de transit. Merci Madame la Présidente. Alors, de notre point de vue, et si vous avez lu notre amendement, il ne s'agit pas de délivrer des certificats d'homosexualité. Et nous avons reçu des agents de l'OFPRA, oui, qui ont abordé ce problème, et les associations qui disent, alors il ne s'agit jamais de remettre en cause le travail des agents, mais de la réalité qui est celle, y compris du rythme d'études, d'examen des dossiers, et on l'abordera sur la question de la langue, sur la question des récits, sur la question pour des personnes qui ont vécu moult traumatismes et violences au cours de leur migration, d'arriver à pouvoir les verbaliser, et y compris si c'est ce sujet-là, et je vous explique pourquoi cette association, encore une fois, et nous n'avons pas repris telle quelle la demande de l'association, nous l'avons justement rectifié pour que ça puisse accompagner ce travail. Il s'agit, et y compris, c'est ce que fait l'OFPRA, de faire une étude des récits de vie, et d'avoir un certain nombre d'éléments. Alors, dans ce cas, quel est l'objet de cette loi, si ce n'est de garantir les procédures? Et dans les procédures, il y a des rapports, il y a des rendus, il y a des récits qui sont rendus compte. Et c'est tout simplement, en tout cas pour notre amendement, ce que l'on demande d'apporter, parce que ce travail qualitatif-là, malheureusement, et je pense que vous l'avez aussi entendu de la part des agents de l'OFPRA, ils n'ont pas le temps et les moyens, étant donné le rythme de dossiers qu'ils traitent, d'aller au fond des choses, y compris parce que la barrière de la langue pour un certain nombre de personnes joue, y compris parce que le processus d'identification et d'expression de ces problématiques d'orientation sexuelle et de genre prend du temps, et c'est le temps justement qui manque et qui va encore plus manquer avec les procédures accélérées que vous le mettez. Donc s'il vous plaît, y compris sur un sujet pareil, ne nous faites pas dire ne vous donnez pas de bonne conscience en essayant de travestir ce que demande l'association. Encore une fois, l'association nationale Le Refuge, je ne crois pas qu'il soit prêt à ce qu'on ait un certificat d'homosexualité. Ça ne grandit pas ce débat-là. Il y a là une demande qui est légitime sur un vrai problème qui existe, que reconnaisse l'OFPRA. Donc s'il vous plaît, pas de procès de ce type. C'est vraiment... Je vous remercie. Monsieur Schellenberger, vous avez la parole. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 119, exprimé 107, majorité à 54, pour 31, contre 76. Cet amendement est rejeté. L'amendement... Excusez-moi, merci Madame la Présidente. Donc comme de nombreuses interventions
précédente, nous considérons que cet article, avec le précédent, constitue effectivement le cœur du débat et le cœur de l'opposition, non pas simplement des groupes parlementaires qui se sont exprimés contre ici représentés, mais ça a été dit, et le redisons-le quand même, de la part de nombreuses associations, mais pas que, de collectifs de professionnels magistrats, du défenseur des droits, de la CNCDH, etc. Parce que la réduction de 120 à 90 jours du délai de dépôt à compter de l'entrée sur le territoire au-delà duquel la demande d'asile peut entraîner le placement en procédure accélérée, ne va pas faciliter ni le traitement de ces dossiers, ne va pas l'améliorer, ni y compris la gestion du point de vue des agents et des agents de l'OFPRA. Ça a été dit ici, je le répète, ces agents sont mobilisés contre ce projet de loi et cet aspect des choses. J'ai entendu à plusieurs reprises Madame la rapporteuse saluer et louer l'action de ces agents en reconnaissant leur travail, mais les a-t-elle vraiment entendus quand ils ont revendiqué justement l'opposition à cette procédure, parce qu'ils le disent, et toutes celles et tous ceux qui les ont entendus le disent, y compris les augmentations qui ont été prévues par le PLF sont bien moindres que celles qu'il faudrait pour assurer un minimum de traitement sérieux des dossiers. Et donc, on peut louer en parole, mais en acte, quand on charge en fait de plus de dossiers dans un rythme qui ne permet pas de tenir compte, y compris de ce qu'on a pu discuter jusqu'à présent, des trajectoires particulières, de la sensibilité sur telle ou telle question, aspect de l'identité de la personne. On ne permet pas de rendre des jugements garants des droits des personnes et à force de louer la vitesse, on finit par se précipiter et ça se fait au détriment à la fois des personnes migrants et migrantes et du travail des agents qui souffrent de ne pas pouvoir rendre des avis conformes à ce qu'ils devraient faire. Merci, c'est pourquoi Madame la nous députée. appelons à s'opposer à cet article. Je donne la parole. Vous avez la parole. Par rapport à l'intervention qui vient de suivre, Madame la rapporteure sous-amendée, très bien, on peut proposer de mettre aussi l'OFI. Et il ne s'agit pas de remettre en cause l'indépendance, c'est la question de quelle vision vous avez effectivement de la question du droit d'asile. On l'a dit, y compris vous avez repris des éléments sur le fait que la question du droit d'asile, c'est en lien avec la Convention de Genève, c'est en lien avec la question des migrations forcées, c'est un enjeu au niveau international et qui devrait être, y compris géré par celles et ceux sous la tutelle, parce qu'il y a quand même une tutelle, ça ne remet pas en cause l'indépendance, mais ça veut dire quand même quelque chose. Donc, y compris pour envisager la dimension internationale, géopolitique, avec tous les enjeux, on l'a dit, sur les questions de climat, etc., et qui permettrait, y compris d'élargir la focale, d'avoir un débat sur peut-être la nécessité d'avoir de nouveaux statuts. Bref, de déconnecter, comme malheureusement vous n'avez pas choisi de le faire, l'enjeu du droit d'asile à valeur constitutionnelle et qui porte sur le respect de la Convention de Genève, d'une politique migratoire dont ce droit n'est pas une variable d'ajustement. Donc en fait vous n'avez aucun argument de fond. Si vous voulez, on peut sous-amender, vous pourriez le faire sous-amender, c'est une réponse technique que vous nous faites qui n'est pas à la hauteur de la discussion et de la question des migrations forcées, du droit d'asile. Malheureusement, j'espère que par contre la majorité entendra cet amendement de bon sens et qui permettrait de donner de la hauteur et de la globalité à une discussion qui en manque singulièrement. Donc face à une droite et l'autre à travers les propos de messieurs Dumont et Boudié, il faut à nouveau expliciter, puisque votre intention étant de caricaturer ce qu'on écrit et ce qu'on dit. Je ne reviens pas à ce que vient de dire notre collègue Faucillon sur le fait qu'il ne s'agit pas de permettre au monde entier de venir blablabla. Non, il s'agit de procédures qu'on ne peut pas déterminer a priori, puisqu'il faut d'abord examiner la situation des personnes qui requièrent leur statut. Donc, il faut examiner et il faut donner les moyens de le faire dans de bonnes conditions, y compris pour pouvoir juger sur pièce, sur témoignage, etc. Donc non, il ne s'agit pas là encore d'alimenter votre fantasme que vous partagez avec d'autres sur ces bancs malheureusement, de l'invasion et de l'ouverture des frontières à tout va. Et Monsieur Boudié,
Alors, on dit, et votre gouvernement a décidé de trouver la main invisible, ou pas si invisible que ça, de la France insoumise derrière tous les mouvements sociaux, mais vraiment, est-ce que vous respectez les agents de l'OFPRA quand vous prétendez que les mouvements de mobilisation qu'ils ont menés ces dernières semaines, l'opposition qu'ils ont contre votre loi, donc les personnes qui assument le travail que vous saluez, qui revendiquent aujourd'hui de s'opposer, vous dites donc que ces personnes instrumentalisées par la France insoumise insulteraient leur propre fonction. Voyons, Monsieur Boudié, franchement, donc assumez ou alors arrêtez de les recouvrir de louanges si c'est pour les insulter de la sorte. Ces personnes savent exactement ce qu'elles font. Et y compris, pour finir, si à un moment donné la liste des pays sûrs dans votre propre texte a été quelque part amendée sur la question des orientations sexuelles, c'est que cette liste posait quelques questions. Vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu en acceptant un amendement que nous avons soutenu d'ailleurs. Donc, c'est l'objet d'un débat et donc, ce débat est légitime. Je vous remercie. Présidente, effectivement, nous soutenons cet amendement parce que, pas parce que nous imaginons, comme Monsieur Schellenberger, mais parce que nous savons, et pas simplement les associations, mais les avocats, les agents de l'OFPRA savent et disent que cette procédure dégrade les garanties d'examen sérieux. Donc il ne s'agit pas de, y compris, se mettre à la place. On a ces témoignages, on a ces auditions, on a ce que disent les gens qui sont en première ligne. À un moment donné, de deux choses l'une, soit on part de la réalité, on veut faire une loi réaliste qui part de ce que disent les premiers et les premières concernés, que ce soit les personnes migrantes ou pas, ou les agents. Voilà, soit on dit simplement qu'effectivement on fait une loi par pure, pour le coup, idéologie et pour avoir une posture et une communication pour dire qu'on est ferme, vous voyez, etc. et on fait de l'efficacité. Donc il faut choisir quelle est la cohérence de votre projet de loi. Et encore une fois, pour finir, il n'y a pas de... quand on dit qu'il faut prendre le temps de traiter les dossiers parce que, y compris 20% de dossiers sont aujourd'hui rejetés à la CNDA. 20%, c'est un taux d'erreur extrêmement important à cause des procédures accélérées. Quand on dit qu'il faut prendre le temps, ça ne veut pas dire que pendant ce temps, on laisse à la rue. Ça a été dit par notre collègue, bien sûr. La première des choses dont ont besoin et que disent les migrants quand ils arrivent sur le sol, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir des habits, c'est d'avoir de la nourriture. Et à partir du moment où ils sont arrivés, il faut effectivement faire cette prise en charge pour qu'ils aient les moyens ensuite d'aller trouver des associations, des avocats, etc. C'est une procédure, c'est un parcours qui aujourd'hui est balisé et on le sait. C'est écrit dans tous les rapports de toutes les associations, etc. On sait comment ça se passe. Vous refusez de voir cette réalité-là parce que vous êtes à droite LR, à droite LRM, dans une posture idéologique qui fait fi de la réalité, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut voter cet amendement. Oui, alors, Monsieur Dumont, j'ai le regret de vous expliquer que l'article 5 ne porte pas sur les déboutés, mais sur les demandeurs et demandeuses d'asile qui doivent poser leur procédure. Donc on aura ce débat sur l'article 6, mais là, il s'agit effectivement de personnes dont on ne sait pas a priori si elles rentrent dans les critères et dont on doit justement examiner le dossier. Nous sommes bien évidemment contre vos amendements. Nous sommes contre la réduction à 90 et nous voterons contre, nous appelons à voter contre. Mais j'aimerais souligner comment la logique effectivement de réduction qui est celle de la majorité. Et y compris nos collègues de LR indiquent bien sûr qu'ils ont aussi de l'humanité, etc. On ne va pas la leur dénuer. Et qui cherchent l'efficacité. C'est exactement le même argumentaire qui est le vôtre. Comment cette logique de réduire, à un moment donné, effectivement, on peut considérer, si vous considérez qu'aujourd'hui, alors que quand la procédure a été établie, il avait été indiqué que... il fallait du temps et qu'on a fixé à 120 jours en étudiant donc, les choses parce que ça prenait du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis le moment où la procédure a été établie, on considère qu'on a tellement de moyens, on a réussi à tellement mieux accueillir qu'il y aurait besoin de moins de temps? C'est ça en fait l'enjeu. Si vous considérez qu'aujourd'hui on réduit, c'est parce que en fait les conditions permettent d'aller plus vite avec la même qualité. Or, vous le savez très bien, et c'est de ça qu'on débat, et c'est pour ça qu'on débat de cette question-là en ce moment, c'est qu'au contraire, il y a eu
plus de dossiers à traiter avec pas autant de moyens. Donc, les arguments qui expliquaient pourquoi il fallait ces 120 jours et non pas les réduire déjà, c'était en débat, à 90 jours, restent d'autant plus forts. Or, vous introduisez vous-même les moyens pour les députés LR et OFN de dire effectivement, si on peut réduire de 90, pourquoi pas de 30 jours en moins? Ça accélère, ça permet qu'ils attendent moins et donc vous ouvrez la porte à ce type de logique qui, arrivé à son terme, amène à dégrader La parole encore est à plus. Monsieur Blanche. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, comme quoi l'intérêt de ces débats en séance permettent d'être informés a posteriori de décisions qui ont été prises. Non, plus sérieusement, quoi que puisse discuter d'ailleurs la majorité dans ces réunions internes, là, il ne s'agit pas d'un débat de la majorité, il s'agit d'un débat en séance. Nous ne sommes pas comptables et elles et ils peuvent faire les accords qu'ils veulent. Ici, c'est l'Assemblée nationale où sont représentées toutes les sensibilités et nous avons du coup l'occasion dès maintenant y compris poser la première pierre de ce qui pourra être par ailleurs un débat plus largement à l'Assemblée nationale pour marquer l'interdiction des enfants en procédure accélérée. Et il nous semble que la réponse de Madame la rapporteuse apporte de l'eau à notre moulin puisqu'elle nous indique qu'il y a des garanties qui sont apportées en plus justement par rapport au traitement des mineurs. Donc ça veut bien dire que la procédure accélérée pose problème s'il y a besoin d'apporter des garanties en plus. Vous nous l'avez dit à l'instant. Donc c'était un argument que vous portiez en faveur du rejet de nos amendements, mais qui en réalité devrait concourir à être convaincu du fait que cette procédure, s'il y a besoin de garanties en plus, elle pose un certain nombre de problèmes et on devrait pouvoir l'interdire et considérer que pour un véritable traitement, on devrait le faire en procédure normale et mettre les moyens. Et par ailleurs, effectivement, la question des mineurs isolés non accompagnés fera l'objet d'une discussion qui ne pose pas sur la question des étrangers puisqu'ils doivent être considérés d'abord comme des enfants, pas de problème. Mais là, Merci. dans ce projet de loi, il s'agit de la question de la procédure accélérée. Merci, et c'est Madame tout à Obono. fait nécessaire de se décider maintenant. Monsieur Amouche, vous avez la parole. Au gouvernement. Oui, et peut-être répondre à l'interrogation de notre collègue. C'est pour ça que nous demandons une expérimentation et que cet amendement a été jugé recevable. Et plus largement par rapport à ce qui a été dit, tout le monde a rencontré des agents de l'OFPRA, je suppose. Enfin, on a tous suivi les auditions. Ils étaient présents d'ailleurs au début lundi, l'intersyndicale OFPRA-CNDA, pour marquer leur opposition à ce projet de texte. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais en tous les cas, il se trouve qu'ils ont été même en grève pour demander plus de moyens. Donc, c'est une manière de répondre à ce que disent ces agents, qu'on peut saluer encore une fois, ça a été fait plusieurs fois. Mais même si symboliquement ça fait plaisir, je pense que dans la réalité de leur travail, et y compris pour pouvoir assurer des délais décents, et je pense que tout le monde a conscience, on l'a assez dit, quelles sont les difficultés dans lesquelles se trouvent les personnes qui demandent l'asile, il y a besoin de moyens. Et donc on vous propose de répondre, puisqu'on les a tous entendus. Passons aux actes, et je pense que cet amendement permettrait, y compris de répondre à ce qui est indiqué dans l'étude d'impact du projet de loi, où on voit comment la loi de finances 2018 ne prévoit que 15 postes à l'OFPRA et 51 à la CNDA, ce qui est quand même, relativement au travail qu'on va leur demander, vous en conviendrez, pas beaucoup à la hauteur. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président, je voulais aller dans la continuité des interventions précédentes, y compris suite à l'intervention du collègue de la majorité qui voulait nous rassurer. Donc d'abord, ce n'est pas une question de rassurer les parlementaires, peut-être de les convaincre, mais pas de les rassurer. Et puis surtout, il ne s'agit pas de nous directement. Nous avons la responsabilité de cette loi. C'est pour ça qu'il faut un travail de conviction et d'être sûr que ce qu'on fait est non seulement dans les clous en termes de droit, et puis effectif dans l'action. Mais encore une fois, ça a été dit et rappelé. Je pense qu'on rappelle beaucoup ça parce qu'au bout d'un moment, à partir de quoi on fait la loi ici? Est-ce qu'on ne la fait pas à partir des réalités qu'on constate qui sont des difficultés? Vous dites, on part des difficultés. Mais qui constate y compris ces difficultés?
difficultés? Les avocats, les migrants et les migrantes, les associations. Alors j'ai bien compris que pour certains membres de la majorité, les associations, elles font commerce d'aide. Enfin, c'est aussi vrai du côté du FN, elles font commerce et en fait, voilà, ça leur va bien. Mais en même temps, vous venez de saluer le fait que celles qui peuvent, et quand des migrants ont la chance d'en rencontrer, les aides font le suivi. Mais ces mêmes associations vous disent, donc vous venez de le dire, elles font ce suivi, elles vous disent que cette mesure va compliquer leur travail, va rendre plus difficiles les démarches. Donc, du coup, moi, ce qui m'interpelle, et ça ne me rassure pas pour le coup, ça m'inquiète quand j'entends ce genre d'argumentation, en plus de moi me convaincre encore de cette loi, c'est que vous soyez à ce point sourd, non pas à notre parole, on a l'habitude, mais celle des premières concernées que vous saluez par ailleurs, comme on salue les agents de l'OFPRA, de la CNDA qui l'ont dit, qui ont été en grève, en vous expliquant que cette mesure va compliquer dans le réel leur travail. Donc, à un moment donné, du coup, je ne sais pas vraiment à partir de quoi vous voulez rassurer. Vous n'y arriverez pas puisque vous ne le faites pas à partir de la réalité. Et je pense que ça ne fait que confirmer la nécessité de voter contre cet article.